Bernard Accoyer, bonjour, bienvenue sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes le président de l'Assemblée nationale, donc c'est une assemblée qui est très occupée. Parfois on a l'impression même qu'elle est débordée, tellement il y a eu un train de réforme depuis 18 mois. Et puis il y a embouteillage, là on parlait de la réforme de l'audiovisuel public. Est-ce que le gouvernement envisage d'avoir recours à ce fameux 49.3 ? Nicolas Sarkozy nous avait dit que c'était pas vraiment son chouchou comme article dans la Constitution. Non, je crois qu'il n'est pas question sur le texte sur l'audiovisuel d'utiliser une mesure telle que l'application du 49.3 et je crois que ce n'est pas du tout l'intention du gouvernement et quant à moi je n'y suis pas du tout favorable. Alors vous êtes le président de cette assemblée, donc c'est vrai qu'il y a une opposition, il y a une résistance comme dit l'opposition précisément à propos de ce texte. Comment vous comprenez vous cette situation ? Peut-être peut-on revenir sur le texte lui-même. C'est un texte qui décide, qui établit une réforme très importante de l'audiovisuel public. Qui peut soutenir que, en toute chose d'ailleurs, mais en particulier dans ce domaine, il n'y a pas besoin de s'adapter aux réalités, aux contraintes, et puis également de rechercher toujours quelque chose de nouveau pour faire mieux. Il est clair que l'audiovisuel public est pour la France une partie essentielle de l'audiovisuel, c'est un outil de la francophonie, c'est un outil du rayonnement de la France, c'est un outil culturel incomparable, majeur, c'est un support de la création majeur, et donc là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, faut-il se satisfaire au fil du temps de laisser cette confusion entre le secteur commercial et l'audiovisuel public qui a vocation à être un secteur particulièrement de haute qualité. Et c'est de cela dont il s'agit. Avec cette réforme, il y a des ressources qui seront pérennes pour le secteur de l'audiovisuel public, et il y a, c'est vrai, la nécessité d'une modernisation organisationnelle, notamment. Est-il normal qu'il y ait 49 sociétés qui forment France Télévisions ? Bien entendu qu'il y a besoin de revoir tout cela. Monsieur le Président, je crois que tout le monde est d'accord sur les effets bénéfiques de la modernisation et pas seulement dans ce secteur-là, mais je pense à une mesure, par exemple, qui est éminemment politique, c'est lorsque Nicolas Sarkozy annonce que c'est l'exécutif qui nommera le président de France Télévisions. Et je dis ça parce que, par exemple, monsieur Barouin, qui est député UMP, dit politiquement, c'est vrai que ça frôle un petit peu l'erreur. Même, je crois que c'est son mot. Donc, vous en pensez quoi ? Je suis absolument pas d'accord avec mon ami François Barouin. Et je pense qu'il n'a pas bien regardé le mécanisme. Parce que, quelle est la situation aujourd'hui ? Jusque-là, celle qui a prévalu. Le CSA désigne son président. Bon, croyez-vous que celui-ci soit à l'encontre de la volonté du pouvoir exécutif en place. Merci de m'avoir rappelé que c'était non. Demain, ça sera tout différent. Parce que lorsque le chef de l'État pressentira la nomination de telle ou telle personnalité, il faudra avoir un avis conforme du CSA. Donc le CSA, comme aujourd'hui, décidera toujours de qui peut ou ne peut pas être nommé, premièrement. Deuxièmement, il y aura désormais, ce qui n'existe absolument pas jusqu'à présent, un contrôle parlementaire, un droit de veto parlementaire. Les parlementaires pourront s'opposer aux souhaits de nomination du président de la République. Donc je ne suis absolument pas d'accord, c'est une avancée démocratique. Un autre dossier, qui est périphérique, puisque les chaînes parlementaires, les chaînes de télévision parlementaires appartiennent pas donc à la France Télévisions, à la télévision publique, mais il y en a deux. Une pour le Parlement, une pour la Chambre des députés qui vous concerne et une pour le Sénat. Est-ce qu'il est question de rapprocher tout ça, de faire des économies en cette période en tout cas ? Alors mon collègue Gérard Larcher et moi-même travaillons avec ceux qui nous entourent, élus et administration, pour améliorer l'utilisation de l'argent public pour cet outil civique que constitue désormais la télévision parlementaire. Nous n'excluons aucune solution, aucune perspective, y compris la fusion des deux chaînes, parce que les Français ne comprendraient pas que l'on n'utilise pas au plus serré, au plus juste les moyens publics. C'est un outil qui vous est devenu nécessaire, indispensable ? Je pense que c'est un outil qui a trouvé sa place, qui doit rester bien ciblé sur le travail parlementaire et tout ce qu'il y a autour. Et Dieu sait que c'est vaste, et qui ne doit pas s'éparpiller dans des productions qui, de près ou de loin, n'ont rien à voir
avec la stricte vie, la stricte activité parlementaire, la vie politique au Parlement. Alors il y a un autre sujet qui fâche dans l'enceinte de l'Assemblée en ce moment, c'est le travail dominical. Alors le président de l'Assemblée que vous êtes doit se dire, bon, peut-être que cette majorité, enfin à laquelle vous appartenez, pourrait se mettre d'accord, mais on a l'impression que non, ça avance pas, qu'il y a vraiment de fortes résistances. D'abord, les mots ont un sens. Ça n'est pas un texte sur le travail dominical, non. Au contraire, l'article 1er de la proposition de loi réaffirme le principe du repos dominical. Il s'agit de corriger un certain flou juridique sur des exceptions autorisant des grandes surfaces non alimentaires dans 4 régions majeures de France. Donc ça n'a rien à voir je sens la précision du législateur. Ça n'a rien, oui, mais ça n'a rien à voir avec le travail du dimanche. Alors il y a, c'est vrai, une discussion au sein de la majorité. Je pense que celle-ci progresse, que les points de vue se rapprochent, en même temps que l'on clarifie, comme je viens de le faire, le contenu de cette proposition de loi. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été votés depuis 18 mois, je ne sais plus combien d'ailleurs, 75, enfin c'est assez phénoménal. Est-ce qu'en fonction de la crise et des soucis qu'ont les Français, est-ce qu'on peut continuer ce train de réforme comme ça, à ce rythme-là, avec les petits problèmes qu'on rencontre en route, ne serait-ce que les problèmes de communication ou d'explication? Alors, ne confondons pas tout. Le travail législatif et les exigences d'un exécutif qui a dû réagir de façon extrêmement rapide à une crise de très grande gravité. Je crois que personne, lorsque l'on pose un jugement honnête, ne peut dire que le gouvernement, que l'exécutif, le président de la République n'ont pas réagi très vite, et plus vite que la plupart des autres pays, montrant même l'exemple à l'Europe, et bien souvent même au-delà de l'Europe. Et donc ça, c'est particulièrement heureux. Et c'est vrai que nous avons dû légiférer parfois très vite, en particulier lorsqu'il s'est agi de garantir la solidité, la pérennité du système bancaire. Il faut bien comprendre que nous sommes, peut-être pas particulièrement en France, mais dans le monde, passés à côté de faillites bancaires, c'est-à-dire la ruine des familles, la ruine des entreprises. Bon, c'est quand même quelque chose que l'on a trop tendance à oublier trop rapidement. Et là, il y a eu une réactivité remarquable, rapide et adaptée aux besoins, et qui s'est révélée être efficace. Ceci étant, ça n'enlève rien à la gravité de la crise qu'affrontent d'une part les Français eux-mêmes, et nos entreprises. Et là encore, et ce sera l'objet tout à l'heure de la déclaration du président de la République, qui encore une fois s'est montré d'une réactivité remarquable depuis le début de cette crise, ça sera l'objet d'une série d'annonces dans des secteurs dont on a vraiment besoin qu'ils soient boostés. Mais ça, je crois, Bernard Accoyer, effectivement, que les gens comprennent cette réactivité, puis c'est la crise, mais je pense à des réformes d'ordre sociétal, enfin, comme notamment la réforme judiciaire qui est proposée à Rachida Dati sur l'âge où pénalement on peut rendre responsable un enfant. Donc est-ce que ce train de réforme, enfin qui faisait partie des promesses du président de la République quand il était en campagne, est-ce que vous pensez, vous, que le rythme est un peu soutenu tout de même? Oui, je ne vais pas me plaindre qu'il y ait une action politique intense, alors que je pense que le pays a besoin d'être réformé. J'ai entendu en son temps critiquer les mesures qui avaient été prises au plan pénal pour sanctionner plus efficacement la récidive, qui aujourd'hui les remet en cause. Elles sont appliquées constamment et fréquemment par les juridictions, et c'est une bonne chose. Alors, vous avez évoqué un autre problème, qui est un problème très grave, qui est celui de la délinquance des mineurs. Malgré ce que certains peuvent dire, celle-ci s'aggrave. Elle s'aggrave en fréquence, elle s'aggrave en degré de violence. Tout comme d'ailleurs l'évolution des jeunes, l'évolution de notre santé, de la précocité, fait que ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui se rendent coupables d'actes, hélas, souvent criminels, en tout cas trop souvent criminels. Dans ces conditions, il faut bien réfléchir aux moyens d'essayer de prévenir cette évolution particulièrement dommageable, désolante, et de trouver les moyens, également, lorsque l'on ne peut pas faire autrement, de contenir cette violence, avec des mesures qui doivent être, à mon sens, spécifiques lorsqu'il s'agit de mineurs, pour ne pas pousser ces mineurs dans un univers carcéral et de détention dont ils risqueraient de ne pas sortir. Donc, par conviction personnelle, peut-être aussi parce que je suis médecin, je pense qu'il faut
privilégier toujours une approche analytique des raisons qui conduisent à ces situations de violence et de délinquance, et des mesures qui essayent de les corriger, de ramener dans une société plus apaisée. Alors, Monsieur le Président, dernier mot très court. Il y a un projet de loi sur les droits du Parlement. Il va arriver en débat quand au Parlement ? C'est-à-dire que j'avais cru comprendre que les changements dans la Constitution feraient que les relations changeraient entre Parlement et exécutif. Il y a la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle, dont je voudrais rappeler que malheureusement elle n'avait pas été votée par l'opposition, mais heureusement elle a été adoptée par une majorité des 3/5, et que celle-ci donne plus de pouvoir au Parlement pour légiférer et pour évaluer et contrôler le gouvernement, en même temps qu'il encadre un certain nombre de pouvoirs du président de la République et donne des droits supplémentaires aux citoyens. S'agissant de l'application pour le Parlement, c'est une réforme du règlement à laquelle je travaille quotidiennement et de façon hebdomadaire avec tous les groupes de l'Assemblée.